Bon, alors, avant de commencer, on va lire le thread de Juliette Compion, et je vous mettrai bien sûr comme d'habitude le lien dans la description. Bonjour à tous, on entame la 5e semaine du procès des viols de Mazan. On entendra 7 nouveaux accusés cette semaine. Une banderole a été déplacée dans la nuit devant le tribunal d'Avignon par le collectif féministe Les Amazones. Elle s'oppose à ce qu'une partie du procès se tienne à huis clos, parce que oui, comme on l'a vu en fait, Gisèle Pelicot ne voulait pas de huis clos, et le président a décidé qu'il allait mettre un huis clos partiel pendant la diffusion des horribles vidéos, certes, mais bon, il y a plusieurs associations, il y a aussi, il me semble qu'il y avait un comité, je vous avais mis la dernière fois le lien. Un débat devrait avoir lieu aujourd'hui. La partie civile a déposé des conclusions qui vont être débattues. Elle s'oppose à la décision du président de la cour criminelle d'exclure les journalistes du visionnage des vidéos des accusés. L'association de la presse judiciaire regrette cette décision, estimant que le président prive les journalistes d'éléments cruciaux dans l'enjeu judiciaire de ce procès. Même constat du côté de SNJ National qui s'est exprimé hier, dénonçant une entrave à la liberté de la presse, indispensable à la restitution impartiale et crédible de ce procès très médiatique. L'audience a repris. Le président annonce que Dominique Pelicot est souffrant. Il doit subir aujourd'hui une intervention médicale cet après-midi. Il est dispensé pour la journée en espérant pouvoir le revoir demain, précise Roger Arata. Finalement, les débats concernant les conclusions de la partie civile sur la projection des vidéos aura lieu jeudi, ajoute le président. Il demandera à un avocat de la défense de s'exprimer au nom de l'ensemble de ses confrères. On entend l'enquête des personnalités concernant d'abord Jean T, 52 ans. L'enquêtrice le décrit au moment de leur entretien comme un homme souriant et avenant qui répond facilement aux questions. Jean T est originaire de La Réunion, fils d'un docker et d'une mère au foyer. Il est l'avant-dernier d'une fratrie de 10 enfants. 2 de ses frères présentent des troubles psychiques et l'un d'eux s'est suicidé en 2017 à 54 ans. Jean T se décrit comme bon élève mais a redoublé son CM1 et sa 6e. Sa sœur est plus nuancée que lui et a dit à l'enquêtrice « L'école, c'est pas son truc ». Au moment des faits, il travaillait dans une entreprise de couvrage en CDI. Il se déplaçait partout en France pour des chantiers, ce qu'il appréciait. Son ancien employeur le décrit comme très apprécié de ses collègues. Jean dit vouloir retrouver cette vie d'avant. Il a toujours refusé la vie de couple et les relations sérieuses, et plutôt eu des aventures sans lendemain jusqu'à 41 ans, en 2013, où il rencontre sa compagne actuelle. Celle-ci est originaire de Madagascar et a quitté son territoire natal pour la métropole, comme lui. Il a découvert le libertinage à 23 ans et n'en a parlé à personne, pas même à sa compagne qui n'était même pas au courant. Il dit ne pas avoir d'amis, seulement des connaissances et des collègues. À La Réunion, il n'y a que des liens superficiels avec quelques personnes. Il explique n'être sociable qu'avec ceux qui en valent la peine, soit principalement sa famille, très importante pour lui. Tout le monde le décrit comme une personnalité serviable, courageuse et travailleuse, conclut l'enquêtrice de personnalité. Elle précise avoir le sentiment qu'il a parfois présenté un parcours assez lisse, assez convenu. On passe maintenant à l'enquête de personnalité de Redouane E. 55 ans, il est né au Maroc et est issu d'une fratrie de 4 enfants, dont il est le 2e. Son père était instituteur, sa mère ne travaillait pas. Il décrit une famille unie et des parents aimants, mais son épouse a une autre version et dit que le père était dur, voire violent. Une amie de Redouane se représente également le patriarche comme dur, voire dictatorial. Redouane a été marié une première fois avec une cousine rencontrée dans le cadre familial au Maroc en 2002, mais ils n'ont jamais réussi à avoir d'enfants, ce qui aurait entraîné leur divorce après 10 ans de mariage. Il fait ensuite la connaissance de sa compagne actuelle sur un site de rencontre. Ils se sont installés ensemble à Avignon, se sont pacsés en 2014 et se sont mariés en 2017. Il dit qu'elle avait le profil idéal car elle avait le même âge et les mêmes projets. Ils ont fait des multiples tentatives pour avoir un enfant, notamment des filles. Ils ont ensuite eu recours à l'adoption, mais face à la difficulté d'adopter en France, ils se sont tournés vers le Maroc et en novembre 2021, une petite fille leur aurait été attribuée, mais le processus d'adoption a été mis en échec par la mise en détention d'intéressés, ce qui est dur pour son épouse, qui se projetait déjà, souligne l'enquêtrice. Redouane était infirmier libéral au moment des faits. D'après ses proches, il était d'une extrême disponibilité et avait beaucoup d'empathie avec ses patients, qu'il considérait comme sa famille. Il n'hésitait pas à s'occuper de cas lourds. On passe à l'enquête de personnalité de Thierry P, 54 ans. Son enfance est marquée par un père absent, de par sa profession de chauffeur routier, mais aussi, déclare sa mère, parce qu'il l'a trompé et avait une double vie, expose l'enquêtrice.
Les parents ont fini par se séparer quand Thierry P. avait 16 ans. Par la suite, le père a refait sa vie en Alsace et ses 3 enfants ne l'ont quasiment plus jamais revu. Ils ne sont d'ailleurs pas allés à son enterrement. Thierry P. a rencontré Corinne, celle qui deviendra son épouse, à 16-17 ans. Il était très rapidement question d'avoir un enfant. Leur fille est née en 1994 et leur fils en 1997. Corinne s'est arrêtée de travailler à la naissance du deuxième. Thierry P. était maçon et assurait un bon niveau de vie. Le couple était devenu propriétaire d'une maison qu'il a construite. Tout l'entourage les décrit comme un couple idéal qui communique beaucoup. Leur fille parle d'une enfance géniale. Elle ajoute « C'était la belle vie avant le malheur », lorsque le 1er janvier 2016, son frère, le fils de Thierry P., est décédé dans un accident de la circulation à 18 ans. Dès lors, Thierry P. s'est effondré. Il est tombé dans l'alcool et a fini par quitter le foyer car il ne supportait plus de rester dans cette maison où les photos de son fils étaient exposées partout, précise l'enquêtrice. L'ex-épouse de Thierry P., Corinne, témoigne maintenant à la barre. Elle raconte une vie de famille très harmonieuse quand les enfants étaient petits et une partie de leur adolescence. On était très heureux tous les 4, 17 femmes aux longs cheveux roux. Elle décrit longuement la nuit du 1er janvier 2016, lorsque leur fils a eu un accident de la route. Thierry P. et elle ont couru le voir alors qu'il était en train d'être réanimé par les pompiers. J'ai voulu lui prendre la main. Les pompiers me disaient « Lâchez votre enfant ». Je l'ai lâché et je lui reprenais la main. On nous a dit que c'était fini. Je n'ai pas compris. Ils l'ont emmené à l'hôpital. J'ai dit « Réanimez-le », relate la quinquagénaire très émue. Thierry P. est entré en clinique psychiatrique en fin d'année 2016. Il ne mangeait plus. Il n'arrivait pas à travailler. Il était désespéré dans la colère. On lui avait enlevé un bout de lui, quelque chose de très cher, relate-t-elle. On a pris la décision de se séparer, chacun chez soi. On se soutenait, mais on vivait chacun de notre côté. Et en janvier 2021, il a fait une tentative de suicide. Il est ensuite revenu 2 jours chez elle, en convalescence. Il m'a toujours respecté. Malgré le fait que l'on dormait dans le même lit, il n'a jamais rien essayé, précise Corinne. Lorsque les policiers sont venus, ils ont fouillé la maison et ils ont pris toutes nos clés USB, les photos de notre fils, raconte-t-elle très émue. J'ai dit, vous ne pouvez pas prendre nos photos, ça nous appartient. Ils nous les ont rendues par la suite, précise-t-elle. Puis il y a eu une deuxième perquisition, domicile où il vivait, où notre fille habitait à ce moment-là, raconte-t-elle. Ça a été terrible pour elle quand elle m'a vue, elle s'est effondrée dans mes bras, se souvient Corinne. À noter que Thierry P. comparaît libre après une période de détention provisoire. Il est sur le banc des accusés, son avocate à côté de lui à quelques mètres de celle qui est désormais son ex-épouse. Corinne insiste que le fait qu'il a toujours été respectueux avec elle, quand c'était non, c'est non. Il n'a jamais insisté à un moment ou à un autre, dit-elle. Elle n'a par ailleurs jamais entendu parler de libertinage de sa part. Depuis la détention, sans l'alcool, c'est beaucoup mieux, souligne la quinquagénaire. Elle construit en ce moment une maison et il l'aide puisqu'il est maçon. On est divorcés aujourd'hui, mais on essaye de se reconstruire, précise Corinne. Ok, donc elle est divorcée, mais je pense qu'ils se sont remis ensemble, parce que là, puisqu'ils construisent une maison ensemble, c'est qu'ils se sont remis ensemble, je pense. On entend maintenant Cindy, la fille du couple, âgée de 29 ans. Elle dresse un portrait élogieux de son père. Il a toujours été là pour nous, on était des enfants très heureux avec lui. Il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour qu'on puisse être heureux. Quand en 2016, on a perdu mon petit frère, ça a été le chaos dans notre vie. Mon père a tout fait pour que je sois heureuse malgré tout, mais je ne remplace pas mon petit frère, explique la jeune femme blonde. J'ai vu mon père sombrer, ne pas réussir à se lever. Il était dans l'alcool et ça lui a fait beaucoup de mal. Il ne m'a jamais fait de mal. Ce qui m'a fait du mal, c'est de le voir sombrer. Boire le matin, ne plus s'arrêter de la journée, poursuit Cindy. Elle précise avoir vu son père en détention toutes les semaines. Vous ne l'avez pas jugé? Vous avez gardé de l'affection pour lui, lui demande l'avocate de son père. Pas du tout. Mon papa, c'est mon papa, répond-elle sans hésiter. En sortant de détention, Thierry P. est allé vivre chez elle. Ça se passe très bien. Il s'est relevé, il travaille, il essaye d'avancer, conclut la jeune femme. On entend maintenant Jérémy C., un voisin et ami de Thierry P. Il assure qu'il s'est toujours bien comporté, n'a jamais fait aucune blague graveleuse. Quand on faisait des soirées, il n'y avait pas un mot plus haut que l'autre, souligne-t-il. Même quand il était bourré, il n'avait pas de gestes déplacés, pas de paroles salaces, lui demande l'avocate de Thierry P. Non, rien de tout ça, assure Jérémy. Il dit n'avoir jamais parlé des faits avec lui, mais il ne le juge pas. Comme c'est touchant. C'est très touchant, hein? Ah ouais, cette fraternité entre voisins. Incroyable. On entend quelques minutes les pouces de Redouane E, donc on remonte l'avant-dernier qu'on a vu. Ils sont mariés depuis 2014, Ils sont mariés depuis 2014, le couple cherche toujours à adopter. C'est mon rêve, dit-elle. Son audition est interrompue car elle a besoin d'un interprète. Elle est malgache. Elle sera donc entendue plus tard.
On entend maintenant l'enquêtrice de personnalité concernant Jérôme V, 46 ans. Il est né en 1978 à Dunkerque et est issu d'une fratrie de 3 enfants. Il a vécu une enfance difficile, avec des violences physiques et psychologiques de ses parents, décrit-elle. Il a fait état de la peur qu'inspirait son père et des remarques constantes et dévalorisantes de sa mère, poursuit-elle, évoquant un climat d'humiliation et de dénigrement dans l'enfance. Jérôme V parle d'une éducation axée sur le respect. Pas boire, pas fumer, se coucher tôt. Ses meilleurs souvenirs étaient auprès de sa tante maternelle et de ses cousins belges. Une rencontre annuelle qu'il attendait avec hâte. Il a eu 4 longues relations avec des femmes et d'autres relations plus ponctuelles. Il est décrit comme un homme pouvant apparaître introverti en présence de certains hommes, mais aussi exubérant et malaisant en présence de certaines personnes qu'il connaît. Il a un cercle d'amis restreint, mais un certain Sébastien R, qui s'est présenté comme son meilleur ami, le décrit comme loyal. Il peut parfois fonctionner de façon rigide et impulsive, mais n'est jamais dans l'excès. Ses compagnes successives sont plus dures. L'une d'elles le dépeint comme très tourné vers le jeu et le divertissement. Elle parle d'un homme égocentrique, en manque d'assurance. Toutes décrivent un homme foncièrement infidèle qui allait régulièrement voir ailleurs. En 2008, il a appris par une de ses maîtresses qu'il était devenu père et n'a jamais assumé cette paternité. Mais il a fini par rencontrer son enfant, note l'enquêtrice. La compagne, avec laquelle il a eu 2 enfants, qui étaient eux voulus, ne l'a pas séduit de prime abord car elle était obèse, précise-t-elle, mais sa capacité à gérer le quotidien l'a conquis, précise l'enquêtrice. Qu'est-ce que ça... Pardon. En gros, le mec, il n'était pas de suite séduit par sa compagne actuelle qui est apparemment obèse, mais en fait, ce qui lui a plu, c'est sa capacité à gérer le quotidien. Donc ça veut dire à faire le ménage, la cuisine et gérer les gosses, quoi. C'est ça qu'il a conquis. Putain. Oh là là. Non mais... Ou je me trompe. Ça veut dire quoi, capacité à gérer le quotidien? Dites-moi. Pour moi, ça veut dire t'es une bonne boniche, quoi. C'est ce que ça veut dire pour moi. Bref, le couple a acheté une maison. Jérôme V dit ne jamais avoir eu de réels sentiments pour elle. Bon voilà, quoi. Bon, enfin, il l'aime pas, quoi. Il aime juste les services qu'elle lui rend, quoi. De ménage et de sexe, sûrement aussi. Bref, cette dernière le décrit comme obsédé par l'argent, le poids et la nourriture, qui pouvait se montrer désagréable aussi auprès de toute personne proche souffrant d'obésité. Ah ouais, donc il était aussi méchant concernant il était grossophobe, quoi. Et il s'est mis avec une femme qui était obèse et il faisait des reproches. Mais c'est super, hein. Mais c'est quoi ce couple? Pardon, je juge, hein. Là, je suis dans le jugement, mais non, mais quand même, c'est... Bref. Après la rupture avec la mère... Ah, donc... Il y a eu une rupture après, ok. Après la rupture avec la mère de ses 2 enfants, il a papillonné à fond, selon ses termes, et découvert le libertinage. Puis il a rencontré Madame M. Il n'y a pas son nom, donc je pense qu'elle voulait rester anonyme, qu'il a énormément aimé. Ah, enfin il a des sentiments pour quelqu'un. Mais il lui a reproché son manque de considération et d'affection envers lui. Puis il a rencontré une autre femme. Il dit avoir eu du mal à éprouver des sentiments pour elle à cause de son manque de caractère et de prise d'initiative. Il a continué à avoir d'autres femmes en parallèle. Il dit avoir eu une relation épanouie avec elle, mais sans sentiment amoureux. Mais il s'est progressivement attaché à elle. Celle-ci brosse le portrait d'un homme très complexe, différent et décalé du monde. Elle a vu chez lui un esprit très compétiteur, parfois désagréable, égocentrique et prétentieux, qui n'hésitait pas à draguer d'autres femmes, y compris devant elle, souligne l'enquêtrice. Elle parle d'un homme au double visage pouvant alterner entre gentillesse puis distance et froideur, avec un manque d'empathie. Quand elle a voulu refaire sa vie, elle raconte qu'il l'appelait tous les soirs. Elle a employé le terme de prédateur. Celui qui a été pompier volontaire pendant plusieurs années se décrit comme hétérosexuel, mais a eu plusieurs expériences sexuelles avec des hommes et des travestis. Jérôme V aurait un fantasme pour le triolisme et le libertinage. Il est décrit comme immature et excité à la vue des seins nus. Et son ex-épouse dit avoir vu des relations malsaines avec d'anciennes élèves et avoir surpris des discussions chaudes avec certaines jeunes femmes. Comment ça, certaines d'anciennes élèves? Il était pompier volontaire. Il y a des élèves chez les pompiers? Oh. Le sexe est décrit comme une véritable routine par son ex-épouse. L'heure du coucher est sciemment calculée pour répondre aux besoins d'intéressés en termes de sommeil, à 22 heures tapantes. Elle a confié avoir eu des doutes sur des trucs bizarres avec leur fille, qu'il avait une manière étrange de lui faire des câlins. Oh! De lui faire des câlins en lui caressant le ventre d'une certaine manière. Et tu fais rien? Mais c'est quoi? Mais excuse-moi, mais mesdames, partez, protégez vos enfants.
Madame P, son ex-épouse, décrit un homme passif et oisif, préférant profiter de son temps libre et pour s'adonner à deux passions, la randonnée et l'infidélité. Oh putain. La randonnée et l'infidélité, c'est mes deux passions du quotidien, quoi. Putain. L'enquêtrice note que Jérôme V a des réelles difficultés à investir l'aspect émotionnel des relations. L'autre semble exister avant tout pour venir combler ses carences. Il s'inscrit plutôt dans des relations à sens unique, superficielles ou conflictuelles, détaille-t-elle. Elle parle d'un homme complexe, psychorigide, avec des stratégies et des rituels pour le sécuriser face à l'anxiété, qui cherche des femmes opposées à sa personnalité, c'est-à-dire affirmée, responsable et organisée. Nous allons maintenant entendre l'enquête de personnalité de Simonet M, 43 ans. Originaire de Nouvelle-Calédonie, il est l'aîné de la fratrie. Sa famille était pauvre, sa mère recourait à des sanctions physiques. Mais Simonet a minimisé face à l'enquêtrice, en disant qu'en Nouvelle-Calédonie, les enfants sont élevés à coups de claquettes. Simonet a été confié très tôt à un homme chez qui il travaillait. Ce dernier a eu des comportements déplacés. Il lui a demandé à 12 ans de toucher ses fesses contre une somme d'argent, relate l'enquêtrice de personnalité. Et ça a été de pire en pire jusqu'au viol à l'âge de 15 ans. Simonet ressentait une honte terrible d'avoir accepté ces actes d'agression sexuelle, souligne-t-elle. Et dans sa culture, quand il y a un rapport avec un homme, on n'est plus un homme. La sœur de Simonet a confirmé ses déclarations concernant les violences sexuelles qu'il dit avoir subies. Simonet a commencé à trouver refuge dans l'alcool au moindre problème. En 2001, il a quitté la Nouvelle-Calédonie et s'est engagé dans l'armée. Il n'y est retourné que de manière très ponctuelle par la suite. Il a eu sa première relation sexuelle à 22 ans, mais la sexualité était source d'anxiété pour lui, de par les viols et agressions qu'il a vécus avant et parce qu'il a eu un complexe sur la taille de son pénis, qui lui semblait plus petit que la moyenne. On se serait bien passé de ce détail, mais ok. Il a eu une première relation dans laquelle est né un petit garçon, puis le couple s'est séparé au bout de quelques années car il sortait trop, s'alcoolisait trop. Il rencontre alors Deborah P., une Américaine qui travaille dans un bar pour financer ses études. Elle est plus jeune que lui. Ils se marient hâtivement, emménagent ensemble dans la région de Grenoble, puis déménagent à Mazan en 2013. Ils ont eu 3 enfants ensemble, mais leur relation de couple sont très conflictuelles. L'ambiance entre eux est pesante, Deborah P. et l'ex-compagne de Simonet ne s'entendent pas du tout, mais ils ne se positionnent pas pour trancher et laissent la situation se dégrader dans un contexte d'alcoolisation. Deborah P. est présentée par les proches du couple comme ayant un caractère fort, elle est décrite comme ayant rabaissé l'intéressé, tandis que lui semblait soumis, avec une incapacité à défendre sa place de père, détaille l'entourage. Sexuellement, Simonet M. a toujours été convaincu que son épouse n'était pas satisfaite. Il dit avoir eu souvent recours à la pornographie. De son côté, Deborah P. a dit ne pas comprendre son complexe vis-à-vis de son pénis, disant qu'il n'avait aucun lien avec la réalité. Vous savez ce que c'est le body dysmorphia ? Je sais pas si le terme existe en français. Et vous savez, nous, les filles, on connaît beaucoup, genre, quand on se regarde dans le miroir, on se dit, putain, je suis trop grosse, alors que pas du tout. Et genre, ou alors, je suis trop maigre, il faut que je prenne du poids. Ou, en fait, c'est vraiment... la réalité, en fait, on la voit pas telle qu'elle est. Mais peut-être qu'il a ça, il a il a un pénis dysmorphia. Oh putain. C'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle en vrai, putain, mais... Parce que je vois pas ce que ça fout là, franchement, dans un procès pareil, de savoir que tu sens que t'es complexé par ton pénis, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Bon, après, c'est l'enquête de personnalité, c'est pas dans la défense sur les faits qui lui sont reprochés, mais bon, bref. Depuis 2011, Simonet M. allait particulièrement mal, se réfugiant dans l'alcool et les sorties entre amis. Son ex-compagne a dit que parfois il l'appelait, se confiait à elle, exprimant un ras-le-bol de son existence et a même parlé de se suicider. Quand son fils aîné a eu 11 ans, Simonet a compris qu'il n'a pas pu avoir conscience de ce qu'il faisait en acceptant les demandes d'un adulte au même âge, relate l'enquêtrice. Il a dit se détester de ne pas avoir pu refuser les demandes de cet homme, tout en reconnaissant ne pas en avoir eu la capacité. Simonet a refusé de porter plainte a posteriori, ce que lui avait fortement suggéré sa compagne Déborah. On passe maintenant à la personnalité d'Adrien L., 34 ans. Il a eu une très bonne relation avec sa famille pendant toute son enfance, déclare l'enquêtrice. Mon père, c'est ma star, ma mère, c'est la femme de ma vie, ma sœur, c'est ma lumière. Il a été un enfant très actif qui ne tenait pas en place, il était capable de prendre de hauts risques pour ne pas perdre la face. En motocross, par exemple, il s'est fait de multiples fractures. Il a eu une première relation de couple sérieuse avec une jeune femme de 2 ans de moins que lui. Celle-ci lui a rapidement annoncé qu'elle était enceinte et il s'est immédiatement projeté dans l'idée d'être père. La petite est née en 2009 quand Adrien
elle, avait 19 ans. Il a ensuite eu de plus en plus de doutes sur le fait que la petite soit sa fille. En 2012, il a fait réaliser un test de paternité montrant qu'il n'était pas le père de la fillette. Il y a eu un avant et un après. Je n'ai pas réussi à avoir une relation de confiance avec une femme par la suite, a-t-il déclaré à l'enquêtrice. Adrien a toujours été un coureur, décrit-il, incapable de résister à l'envie d'aller jusqu'au bout quand il voyait qu'il plaisait à une femme. Il a ensuite fini par mettre un terme à sa relation avec la mère de la petite fille, mais tous les proches d'Adrien déplorent et critiquent le caractère intrusif et envahissant de cette première compagne qui utilisait leur fille pour obtenir tout ce qu'elle voulait. Il rencontre sa deuxième compagne en 2014, Stéphanie C, ayant un petit garçon ensemble. Il met plusieurs mois à annoncer la grossesse de celle-ci à ses parents. La première chose qu'il leur a dit, c'est « celui-là, c'est bien le mien ». Pendant la grossesse, les relations se tendent dans le couple. Adrien pouvait parler à Stéphanie en termes très orduriers, la traitant de pute. Celle-ci tolérait de plus en plus mal l'ambiguïté de sa relation envers son ex, la mère de sa fille. La petite fille est décédée dans un accident de la route en juin 2020. Son ex-compagne, Stéphanie C, le décrit comme quelqu'un qui veut vraiment être gentil mais peut changer d'humeur très soudainement de manière incompréhensible. Et quand les choses lui échappent, il est débordé par ses émotions. Adrien se sentirait inférieur à son père, PDG d'une entreprise dans les travaux publics. Il cherche son aval en permanence, l'appelant même plusieurs fois par jour. Stéphanie assure avoir été harcelée par Adrien au moment de leur séparation. Quand elle lui laissait leur fils, il pouvait couper tout canal de communication. Elle a cessé de le remettre à son père et l'a assigné devant le tribunal de Carpentras. Ah oui, non, c'est vrai, on dit pas Carpentras, on dit Carpentras. Excusez-moi, on me l'a dit en commentaire et une abonnée m'a dit on dit pas le S. Excusez-moi, j'ai une maladie. Je prononce absolument toutes les lettres dans les noms des villes, c'est affreux. On continue. Adrien, elle, a comparu dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, CRPC, pour harcèlement et menaces contre Stéphanie C, début 2018. Il dit avoir tout essayé sur le plan de la sexualité en fréquentant les clubs échangistes et libertins, souligne-t-elle, précisant qu'il recherchait principalement le plaisir partagé avec ses partenaires, mais a toujours refusé l'échangisme avec ses compagnes par jalousie. Tiens donc! Comme c'est étrange! Alors lui, il était ok pour, tu vois, pour coucher avec d'autres femmes, mais il était pas chaud pour partager sa compagne parce qu'il était jaloux. Non mais moi j'adore le culot de ces hommes et j'adore surtout vous mesdames là, je sais plus c'est laquelle qui parle, je crois Stéphanie. Mais comment t'acceptes ça? Enfin, après si elle voulait pas, ça c'est autre chose. Mais là comme elle dit, c'est plus par jalousie qu'il a refusé quoi. C'est dingue, le culot du truc, quoi. Bref, il a mentionné avoir très peur des maladies sexuellement transmissibles, MST, avoir une aversion pour la saleté, relève l'enquêtrice. J'ai l'impression de tomber en morceaux si je ne me lave pas, lui a-t-il déclaré. Elle note qu'il a une véritable obsession de la propreté. Ce genre de comportement peut faire penser qu'il a été victime d'agressions sexuelles, ce que lui a demandé l'enquêtrice, qui est psychologue de formation. Mais Adrien élude la question. Il reconnaît avoir vécu quelque chose, mais refuse d'en parler. La sœur d'Adrien a toutefois confirmé avoir eu connaissance d'attouchements à l'adolescence, sans avoir les détails. Elle assure que ça n'a pas modifié le comportement de son frère. Eh bien, c'est quoi? Peut-être que si. Franchement, là, peut-être que si. L'enquêtrice revient sur l'enfance d'Adrien, elle, notant qu'il est dyslexique et qu'il bénéficiait d'un tiers-temps thérapeutique pour ses examens, écrits au collège et au lycée. Il manquait de confiance en lui, mais c'était un élève sérieux. Il a obtenu un BTS en travaux publics et a fini par intégrer la société de son père en 2015, après plusieurs expériences dans d'autres entreprises. Les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de cette affaire remontent au 14 mars 2014 et sont quasi concomitants à la naissance de son fils avec sa deuxième compagne, née le 25 mars 2014. En 2014, on perçoit l'instabilité d'Adrien L qui a commencé à être agressif, insultant avec sa compagne enceinte de leur fils, observe l'enquêtrice. Le père d'Adrien est décrit par l'entourage comme un PDG très bienveillant, très protecteur. Il y a beaucoup de louanges le concernant. L'enquêtrice remarque que le patriarche a tendance à définir les gens par leur réussite et leur ascension professionnelle. L'enquêtrice de personnalité d'Adrien L est terminée. On entend maintenant de nouveau Amina M, du coup l'épouse de Redouane, qui est cette fois assistée d'un interprète. Amina M est malgache, d'où la nécessité d'avoir un interprète. Elle avait vu que son mari, avec qui elle est toujours, allait sur des sites, mais on ne sait pas lesquels. Il travaillait tout le temps, il aide ses parents. Elle n'est pas loquace, elle précise simplement que son mari aime bien faire connaissance avec des gens sur internet, mais assure au président, qui l'interroge, ne pas être jalouse. Il aide les gens, il est tendre, il est naïf, il fait trop confiance aux gens, il est peureux, énumère-t-elle. L'avocate de Redouane l'a fait développer sur les conséquences qu'ont eu l'arrestation de son mari. Comment s'est passé le quotidien pour vous? J'ai perdu beaucoup de choses, et je ne savais pas quoi faire, répond-elle, à travers la voix de l'interprète. On passe maintenant à l'audition de l'ex
l'ex-compagne de Jérôme V. Ils ont été ensemble entre 2019 et jusqu'à son interpellation en mars 2021. Les faits reprochés datent de 2020 et se sont produits après une première rupture. Il ne m'a rien dit et je lui en veux beaucoup, dit-elle. Jérôme, comparé détenu, il est poursuivi pour 6 viols sur Gisèle Pelicot. J'ai entendu beaucoup que c'était des monsieur tout le monde qui étaient arrêtés dans cette affaire alors que mon compagnon est différent, déclare-t-elle. Je l'ai toujours dit, je suis personnel de santé, avant j'étais personnel d'éducation et pour moi il avait des troubles du spectre autistique. Je ne comprends pas que personne n'ait pu s'en rendre compte. Sa mère est une grande névrosée. Chez ses parents, il y a beaucoup d'omerta. C'est tout va bien dans le meilleur des mondes. Depuis l'enfance, l'adolescence, il a été confronté à pas mal de choses compliquées qu'il continue à perpétrer dans sa vie adulte. N'empêche, vous voyez là, c'est fou. Je crois que c'est... Enfin, en tout cas, dans ce groupe d'accusés, c'est la première qui dit, ben non, en fait, c'était pas du tout monsieur tout le monde, quoi. Il y avait des gros problèmes, il y avait une omerta dans sa famille. Je trouve ça enfin un témoignage où on se dit, bon, ben, en fait, c'était pas tellement des monsieur tout le monde, quoi, ils étaient pas si clean qu'on aimerait l'entendre. Cette femme, du coup, Samira T, se sent encore proche de Jérôme V, qu'elle appelle mon compagnon. Ah d'accord, ils sont toujours ensemble. Elle a cherché pendant toute son incarcération à comprendre de quoi il pourrait souffrir. Je pensais qu'il avait un syndrome d'Asperger. Non mais cousine, truc autistique, syndrome d'Asperger, tu n'es pas psy. Tu n'es pas psy, arrête de le psychanalyser. J'espère qu'il y a un psy qui l'a vu, mais ça suffit. C'est bon, t'es toujours amoureuse de lui, sûrement. Arrête d'essayer de l'analyser, là, bon bref. J'ai continué à creuser au parloir, mais je pense plutôt à une alexithymie. Tu vas sortir toutes les maladies? Bon bref, putain, elle m'a fait rire, celle-là. Elle a psychanalysé, elle lui a donné toutes les maladies qui existaient. Et du coup, je continue son témoignage. Pour moi, ce n'est pas possible qu'il n'ait rien. Ouais, en fait, elle veut absolument avoir une explication, quoi. Elle a dû souffrir quand même, la pauvre. En vrai, ça me fait de la peine. Parce que tu veux comprendre, quoi. Pourquoi? C'est vraiment ça la question, c'est pourquoi. Et en plus, là, tout ce qu'on fait là pendant le procès, des enquêtes de personnalité, etc., c'est vraiment ça. C'est essayer de comprendre pourquoi, d'où ça vient. Et j'entends beaucoup de personnes, enfin, je vois les commentaires qui disent mais pourquoi on s'intéresse à leur enfance, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Parce qu'en fait, dans la lutte qu'on mène, c'est important de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, surtout quand c'était des enfants, dans leur passé, parce que nous, derrière, on va pouvoir réajuster. Par exemple, un petit qui est victime d'attouchement, par exemple Adrien avant, il a été sûrement, on ne sait pas, mais probablement, d'après sa sœur, victime d'attouchement étant adolescent, elle dit ouais, mais en fait, il allait très bien. Mais en fait, non, tu vois. Si t'as le moindre doute, il faut consulter, il faut essayer de comprendre, il faut essayer de parler, il faut essayer de communiquer, d'extérioriser, et peut-être que s'il avait fait ça, il serait pas devenu l'homme qu'il est aujourd'hui. Ça n'excuse en rien ce qu'ils ont fait à Gisèle Pelicot, mais ça explique des choses, et c'est important. Et c'est important d'avoir des explications pour que nous, société, peuple, on puisse réajuster ce genre de comportement-là. C'est en ça que c'est important. C'est pas une manière de dire « Ah ouais, il a vécu ça, bon, ben c'est bon, alors, allez, tout le monde est amnistié. » Non. Le propos ici, c'est essayer de comprendre ce qui s'est passé, comment on a pu dysfonctionner en tant que société, même si je parle pas forcément de vous et moi, mais quelque part si demain on est face à la même problématique, ben au moins on sait que quand quelqu'un a un doute, il faut essayer de l'aider, il faut essayer de parler avec lui, il faut essayer de le faire communiquer, au minima essayer de le faire communiquer avec un psy, mais c'est important, moi personnellement je trouve ça important. Après oui, des fois t'es là, putain... tu sais, t'as l'impression qu'ils justifient toutes leurs actions par les déboires de leur vie. Mais les histoires des gens ne sont pas anodines. Le chemin de chacun, on se le crée, et il est aussi créé par tout l'entourage et par tout ce qu'on n'a pas pu, malheureusement, par exemple, la mort d'un enfant, tu peux pas savoir ce que ça te fait. Tu peux peut-être vriller, ça n'excuse pas, bien sûr, parce qu'on est tous responsables et conscients de nos actes. Je veux juste dire par là que c'est important de connaître les histoires, c'est même très très important, et ça peut nous permettre derrière d'être une meilleure société, tout simplement. Et d'être peut-être aussi plus dans la bienveillance avec les gens qui nous entourent quand il se passe quelque chose pour eux. Enfin, personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. Si vous voyez les choses autrement, et même si vous êtes très énervé, et par exemple même Gisèle Pelicot ou toutes les victimes de violences sexuelles, mais enfin, elles ont tout intérêt, enfin pas tout intérêt, mais elles ont tout à fait le droit d'être énervées. C'est comme pour ce qui s'est passé avec Philippine, j'en ai pas parlé sur mes réseaux, et parce en fait, je suis tellement énervée contre l'extrême droite d'avoir fait de la récupération politique, mais bon bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Mais par rapport à Philippine, que sa famille puisse dire « Putain, mais
pourquoi vous avez pas mis en place l'OQTF? Parce que si vous l'aviez mis, il se serait jamais retrouvé là, et du coup, notre fille, elle serait toujours là, ou notre sœur, ou notre... C'est normal, c'est totalement normal d'avoir ce genre de réaction. C'est eux qui sont le plus légitimes à avoir ce genre de réaction, à se dire, mais putain, mais si, avec des si on refait le monde. Et eux, ils en ont besoin de refaire leur monde actuellement, évidemment. Mais nous, en tant que société, nous qui n'avons pas vécu, entre guillemets, ça, on n'a pas vécu la perte, toute perte d'humain est affreuse pour tout le monde, mais c'est pas la même chose que quand tu perds un proche. Donc nous, on a une difficulté parce que c'est dur. Moi-même, à chaque fois, je suis là, j'énumère des féminicides, mais c'est horrible, quoi. Chacun me touche parce que à chaque fois, je m'intéresse à la personne, je m'intéresse à son histoire, j'ai l'impression que ça aurait pu être moi, ça aurait pu être quelqu'un que je connais, et c'est comme si c'était quelqu'un que je connais. Mais en fait, nous, en tant que société, quand il n'y a pas cet affect, on doit se questionner sur pourquoi c'est arrivé, comment on fait pour solutionner ce genre de choses. Et clairement, fermer les frontières, c'est pas ça qui va régler le problème. C'est pas parce qu'il était marocain qu'il l'a tué. C'est pas parce qu'il avait pas de papier qu'il l'a tué. C'est pas parce qu'un préfet a décidé de mettre en place une OQTF qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Rien à voir. Ce n'est pas tous ces éléments-là. C'est pourquoi cet homme a ressenti un besoin de violer une femme et de la tuer. Pourquoi? Il a pas fait ça parce qu'il a eu une OQTF au cul. Enfin, ça n'a pas de sens même. Il faut juste utiliser la logique. Après, je suis d'accord avec vous. Si l'OQTF, elle avait été mise en place, elle serait en vie et ce serait une chance. Mais regardez juste pour le procès Pellico. Ces hommes-là, ils ont bien leur papier, hein. Et pourtant, regardez ce qui s'est passé. Et regardez, c'était son mari, c'est même pas quelqu'un un Français qui avait ses petits paplards et tout. Non, c'était son mari, elle avait signé avec lui à la mairie, elle avait eu des enfants avec lui. Ils ont pété dans les mêmes draps. Vous vous rendez compte? Ça n'a rien à voir avec avoir des papiers ou ne pas avoir de papiers. C'est en ça que moi, ce genre de récupération politique, ça me met hors de moi. Que la famille le dit, et c'est pour ça que je dis que la famille se sente touchée, comme là, ce qu'on vient de voir, elle essaie de trouver des maladies, des excuses, des trucs, des machins, d'essayer de le diagnostiquer, de le psychanalyser. C'est normal, là, voilà, parce que c'était beaucoup, elle a donné plein de maladies, ça commençait à beaucoup s'énumérer, mais c'est normal. Mais nous, en tant que société, qu'est-ce qu'on fait? Bref, aparté terminé, je sais pas combien va durer cet aparté, en plus le thread il est long, mais en vrai, on a bientôt terminé, rassurez-vous. On reprend. Pour moi, ce n'est pas possible qu'il n'ait rien. Elle raconte le moment où la police est venue perquisitionner leur domicile. Ils avaient acheté une maison ensemble, quelques semaines avant. Les policiers ont pris mes ordinateurs, les dossiers médicaux de ma fille, qui était en chimio. Au moment des parloirs, je lui en ai parlé. Je lui ai demandé « Est-ce que tu m'as drogué ?» Il m'a assuré que non. Je pense qu'il était vraiment sincère. Il m'a dit « Je ne te mentirai jamais là-dessus. » Je lui ai dit pourquoi il ne m'a pas dit ce qui s'était passé. Je me dis que j'aurais pu sauver cette dame. Je me rends compte qu'elle aurait pu mourir. J'aurais pu intervenir, être à son chevet. Articule Samira en pleurant. À défaut d'avoir pu sauver Madame Gisèle, elle ne veut pas l'appeler Madame Pellico pour ne pas l'associer à son mari. Oh, c'est mignon. Je vous apporte tout mon soutien. Je regrette de n'avoir rien fait. Mon métier, c'est de sauver les gens, poursuit-elle en pleurant à chaudes larmes. C'est quelqu'un qui n'a pas les codes sociaux, qui essaye de refaire son éducation, mais c'est compliqué de changer une personne, qui est dans un schéma. Je ne veux pas lâcher l'affaire, ajoute-t-elle à l'attention de Jérôme V, qui pleure dans son box. On entend maintenant Alexandra R, la fiancée de Simonet, qui est en couple avec lui depuis plus de 2 ans. Ils ont une fille de 15 mois et sont dans une relation stable, revendique-t-elle d'emblée. Cette jeune femme de 28 ans, aux longs cheveux blonds, assure que Simonet est quelqu'un de très gentil, très sociable, très empathique. Elle dit avoir eu beaucoup de relations toxiques dans sa vie, mais que lui a relancé l'élan de joie en elle. La première fois que je l'ai rencontré, il y a du désespoir, du malheur, de la tristesse. Il était complètement perdu, se souvient-elle. On commence à discuter et je m'aperçois que c'est une bonne personne. Gentil, honnête. Il fait très souvent la cuisine, le ménage. Même chez mon père, il passe le tracteur. C'est quelqu'un de gentil, on ne peut pas dire du mal de Simonet. Il a le cœur sur la main, poursuit-elle, en parlant d'une voix forte, très assurée. Par contre, quelque chose a énormément dérangé ma famille, ce sont les médias, tranche la jeune femme. Ils ont complètement foutu en l'air mon histoire avec Simonet, assure-t-elle à la barre, regrettant d'avoir dû cacher leur vie privée, sur Facebook notamment. Cousine, alors pardon, je vais être un peu crue, hein, mais est-ce que tu te rends compte de ce qui se joue ? Ok, d'accord, ton Simonet, il était super sympa, il était très gentil, il a relancé ton cœur qui était ton amour pour la vie. Mais est-ce que cette femme se rend compte de ce qui se joue, là? Autant, si elle s'est fait harceler ou sa famille s'est fait harceler, ça non, tu vois. Moi, je suis pas pour l'harcèlement, pas du tout même. Moi, je suis pas du tout pour que ces gens se fassent harceler. D'ailleurs, elle a rien à voir, elle a rien fait.
Même la famille du mec en question les harcelait. Non, on n'harcèle pas les gens. Surtout eux, vraiment, pour le coup, ils ont rien fait. Même harceler un accusé, en soi, ça sert à rien. Mais je veux dire, quand même, là, en fait, il se joue... C'est un procès historique. Bien sûr que les médias, ils vont en parler. Évidemment. Et évidemment qu'il va falloir qu'on change, en fait, la honte de camp. Et qu'il va falloir qu'on change la manière dont on voit les choses pour pouvoir créer une société moins patriarcale, plus égalitaire, et où les femmes ne se font pas violer par leur mari, ne se font pas violer dans la rue, ne se font pas violer parce que ce sont des femmes. C'est très très important. Et là, si on peut changer la loi, si on peut créer, je sais pas moi, une jurisprudence, quelque chose, mais ce serait génial pour elles aussi, en tant que femme. Donc franchement, foutre en l'air son histoire avec Simonet, je vois pas en quoi les médias ils ont foutu en l'air, franchement, parce qu'elle a dû cacher son Facebook. Enfin, cousine, à un moment, non, quoi. Je suis désolée, je l'appelle cousine, mais franchement, je trouve que c'est lunaire. Un procès pareil, t'es là, ouais, putain, j'ai dû mettre mon Facebook en privé. Non. Que tu dénonces un certain harcèlement, ça, ok. Là, y a pas de problème, on est d'accord, t'as pas à te faire harceler. Par contre, ouais, t'as dû mettre ton Facebook en privé, genre, putain, waouh, la conséquence de fou, quoi. C'est dingue, enfin bref. On continue. Elle assure lui avoir fait une entière confiance. Malgré ce pourquoi il est poursuivi, Simonet a été interpellé en avril 2021. Il m'a exposé les faits et je suis tombée enceinte après. Je voulais cet enfant malgré cela. Assure celle qui a une enfant en 2023. Donc, pardon. Pardon, j'allais être très méchante là, j'allais être trop méchante même. Attendez, je formule ça d'une manière bienveillante. Comment, in what world in the world, t'as la police qui vient chez toi, t'as ton mec, on le prend. Putain, j'en perds mon French, quoi. À quel moment tu te dis que faire un enfant après une interpellation pour des faits aussi graves, tu te dis c'est une bonne idée? Même pas pour toi, tu vois. Je voulais cet enfant, tu vois. C'est ça qui me choque, moi. Je voulais cet enfant. L'égoïsme pur, tu vois. Déjà, avoir un enfant, il faut des bonnes conditions, l'environnement, tac, on connaît. Mais dans cet environnement-là, tu dis, je voulais cet enfant. I'm sorry. Cut it off. C'est trop pour moi. Franchement, en plus, je vous avais dit en story Instagram que j'appréhendais un peu de faire ce jour-là parce que je savais qu'il y avait un nouveau groupe d'accusés et je vous ai dit en story. Je vais vous mettre la story, tiens, si j'arrive à l'enregistrer et tout. Mais j'ai dit que j'avais peur du nouveau groupe parce que je me suis dit, en fait, ils vont avoir des culots, ils vont avoir des arguments encore plus what the fuck que ce qu'on a vu avant. Et là, en fait, non, c'est même pas les accusés qui ont les arguments what the fuck, quoi. C'est l'entourage. C'est waouh. Oh. Bref, on continue. Waouh, franchement, ça m'a secoué, ça. Ouh là là. Je sais même plus où j'en étais, là. Franchement, elle m'a... Je voulais cet enfant, voilà, ok, assure-t-elle. Elle était très assurée, ma cousine. Bref, allez, la cour lui demande ce qu'elle connaît précisément des faits qui lui sont reprochés. Il m'a expliqué qu'il était dans une période très compliquée. Oh, mais pardon, excuse-nous. Qu'une dame avait été malheureusement violée, mais que lui n'en faisait pas partie. Ah ouais, en fait, il lui a même pas dit la vérité. Et en plus, elle, ça lui va, quoi. Bon. Je reste calme. Et de poursuivre, il a été la voir, il a essayé, car il était dans le désarroi à l'époque, et s'est rendu compte que c'était pas du tout ce à quoi il s'attendait. Il est parti de suite. Pourtant, Simonet M est bien poursuivie pour viol aggravé sur Juliette. Non, mais en fait, non. Elle est dans le déni. Je vous explique. Là, elle est dans le déni. C'est un déni pur et dur. Sur les vidéos le concernant, les enquêteurs ont constaté qu'il avait commis des attouchements et des pénétrations péniennes sur la victime inconsciente. Stéphane Babonneau, l'avocat de J. Donc toi, tu sais qu'il y a des vidéos 4K, en 4K, comme d'habitude, où on voit ton mec, avec qui tu voulais faire un enfant, pénétrer une femme inconsciente. Et tu te dis, mais non, mais je veux un enfant de cet homme. I want that. Ok. What the fuck. Franchement, j'ai rien d'autre à dire. Est-ce que vous voyez là l'humanité un peu qui commence à sortir de moi? Là, je commence à être impatiente. Pas impatiente, mais là je sais pas comment l'expliquer, mais là l'humanité, elle commence à manquer.
C'est compliqué. En plus, plus les semaines vont passer de procès, etc., plus ça va être compliqué de maintenir une certaine humanité. Et pourtant, je viens de vous dire, hein, je viens de vous dire à l'instant, ouais, faut rester bienveillant et tout. Enfin, rester bienveillant. En tant que société, on a besoin de ça, mais franchement, là, c'est même pas l'accusé qui se défend, quoi. C'est sa compagne. Bref, allez. Stéphane Babonneau, l'avocat de Gisèle Pelicot, l'interroge sur ce point. Vous dites qu'il est venu et reparti de suite. Ça veut dire quoi, lui demande-t-il. Il n'est pas rentré dans les détails, mais moi j'ai très bien compris. Je ne l'ai pas fait le rapprochement. Simonet est une personne de confiance. Vous avez vu là comment je commence à parler en mode that's my shit. Ah non, je commence à perdre patience là c'est bon, ça se voit là. Ah c'est trop, on a bientôt fini, vous inquiétez pas. Simonet est une personne de confiance, vous pensez qu'il a touché Madame Pelicot, voire plus. Vous voulez en venir où exactement? Alexandra R. agacée. C'est difficile d'entendre dire qu'il est très empathique, très gentil. On a les vidéos. Le but est de comprendre si vous avez compris ce qu'il a fait. Est-ce qu'il vous a dit l'avoir touché? Insiste Stéphane Babonneau. Il a dit la vérité, vous en parlez avec lui. Je ne suis pas avocate, tranche-t-elle, avec aplomb. Mais madame! Allô? On vous parle? Il dit la vérité. Non! Il t'a dit qu'il avait vu ce que c'était, qu'il est parti. Il y a des vidéos de lui en train de pénétrer la madame. Mais c'est le déni puré du... Non mais excusez-moi, là je commence à perdre mon calme, là carrément, c'est même plus ma patience. Comment ça, il a dit la vérité? Non! Il y a des preuves vidéo. Mais vous voyez à quel point c'est difficile d'être victime de viol. Déjà, t'es victime de viol, ça c'est le premier truc. Et en plus, si personne te croit, comment tu fais? Comment tu fais? Avec des vidéos en 4K, comment tu fais? Il dit la vérité, vous en parlez avec lui, je suis pas avocate. Donc... La jeune femme ne semble pas avoir conscience de la réalité des faits. Mais en fait, c'est exactement ça. Elle est dans un déni. Je viens de le dire, elle est dans le déni, mais total. L'avocat de Simonet M, Yannick Pratt, lui demande « Vous avez confiance qu'il peut être réincarcéré ?» Sa réponse « Oui, tout à fait. Il est extrêmement digne, même honorable de le défendre, car pour moi, c'est quelqu'un qui a été manipulé. » Ah, faut ça. Alors, tu vas m'expliquer, ma cousine. Il a été manipulé, donc ça veut dire qu'il l'a fait. Parce que s'il est sorti, il n'a pas été manipulé. Donc là, t'es en train d'avouer qu'il l'a fait. Parce que s'il a été sorti, il l'avait... On est d'accord. S'il a été manipulé, c'est qu'il l'a fait. Tu peux pas être manipulé si tu rentres, tu vois une femme inconsciente et tu te dis, bon, ben je vais pas la violer. Tu sors et t'appelles la police. Parce que sinon, c'est non-assistance à personne en danger. Apparemment, même ça t'a pas effleuré l'esprit. Si tant est que t'en es un. Il lui demande si son avocat a pu tenter des approches inappropriées avec elle. Hein? Quoi? Hein? Il lui demande il lui demande si son client a pu tenter des approches inappropriées avec elle, des comportements déplacés. Jamais de la vie! Je prends des médicaments parce que je suis bipolaire. Ah, mais fallait le dire, madame! Et je suis tombée amoureuse de Simonet parce que c'est une bonne personne, assure-t-elle. Mais voilà! C'est bon. On sait qu'elle a pas pris ses médocs ce matin. Madame, je suis tombée amoureuse de Simonet. Non, mais tu peux pas être avec comme ça. Toi-même, t'as une pathologie qui te permet pas de... Bref. Je vais pas rentrer dans ce débat-là parce que, en vrai, ça m'a énervé. Ça m'a vraiment énervé. On continue. Il lui demande si son client a pu tenter des approches. Il a craqué, mais il ne savait pas vers quoi il allait. Il s'est mis dans cette affaire car il peut avoir des petites naïvetés parce qu'il est trop gentil. Pardon. Ah, c'est bon, je craque. Oh non. Putain, je vois le mot trop gentil et petite naïveté. Ah non, je craque, putain. Je craque. Ah non, putain. Pardon, je craque. Je vous jure, là, c'est... Il a eu des petites naïvetés. Déjà, ton mec, il te trompe, cousine. Il te trompe. Il te pétron. Ok? Il te trompe. Et toi, tu parles de petite naïveté concernant un viol aggravé. Et tu dis qu'il est trop gentil. Non, pardon, franchement... Ah, mais juste après, l'audience est suspendue quelques instants. Merci, monseigneur. Franchement, j'aurais pas pu être... Ah, l'audience a repris. On lit la déposition de Déborah P., l'ex-femme de Simonet M. Ah d'accord, oui, l'ex-femme, ok. Face aux enquêteurs. Elle n'a pas fait le déplacement car elle habite aux États-Unis désormais. À la base, c'est une personne très conviviale, serviable. Il a de la colère en lui car il a été violé par un ami de ses parents plus jeunes. Mais en plus, regardez,
Regardez là, notre gentil Simonet, notre trop gentil, pauvre petit Simonet avec ses petites naïvetés. Il a été violé par un ami de ses parents, il n'a pas dû être soutenu, il n'a pas dû être cru. Et toi, en tant que femme, en tant que sa compagne, tu devrais faire en sorte que la victime aujourd'hui, c'est plus ton mari, c'est lui qui est sur le banc des accusés, mais la victime c'est Gisèle, tu peux au moins avoir la décence et l'humanité de reconnaître son statut de victime, parce qu'on n'a peut-être pas pu reconnaître le statut de victime de Simonet à ce moment-là. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, c'est important de connaître les histoires. Franchement, c'est dingue. À ce jour, il n'a fait aucune démarche contre lui, déclare-t-elle. Il n'a jamais été violent envers moi, mais en décembre 2019, il m'a menacé avec une hache. Pour toi, ça, c'est jamais avoir été violent? Te menacer avec une hache? Si. It's violence. T'es aux States, it's violence. Je sais pas ce qui se passe aux States, mais c'est pas normal ça, ma chérie. Même en France, partout dans le monde. On te menace avec une hache, c'est de la violence. Il a toujours été travailleur, mais quand j'étais enceinte de la petite, il est parti 4 jours pour s'alcooliser, relate Déborah P. au policier. Entre eux, c'est un peu cyclique. Tout va bien pendant un moment, puis tout va mal, décrit-elle. On s'est séparés, puis on est revenus, on faisait des efforts. Ces derniers temps, ça allait plus ou moins. Il a toujours besoin d'avoir une certaine reconnaissance. Là, à parler, c'est au moment des faits, enfin, au moment de l'interpellation qu'elle a été questionnée. Le président lit maintenant le rapport de personnalité de Thierry P., 61 ans. Ses parents se sont séparés quand il était petit. Il dit avoir été élevé à la dure et décrit une éducation relativement stricte, principalement de la part de sa mère et de son beau-père. Il a eu 3 relations conjugales avec 3-4 années de célibat entre chacune. Avec sa première compagne, il a eu 3 enfants, la deuxième est autiste. Il s'est en effet rapidement rendu compte que son fils ne fonctionnait pas comme les autres. L'autisme n'était alors pas bien connu en France, a souligné Thierry P., qui se serait battu pour obtenir que son fils rentre dans une école avec une pédagogie adaptée. Dominique S. et Didier L., retraités et proches de Thierry P., évoquent de grandes qualités relationnelles, affirmant qu'il est très agréable et bon vivant, et ne serait pas dans un rapport de séduction avec les femmes. S'il a violé une femme, c'est pas qu'il n'est pas dans un rapport de séduction. On a bien compris qu'il n'était pas dans un rapport de séduction, tu vois, t'inquiète. Thierry P. a eu des pratiques libertines à plusieurs reprises et précise lors des enquêtes de personnalité qu'il a eu du mal à s'en remettre de ses ruptures amoureuses. Il a répondu aux questions le concernant sans difficulté, avec spontanéité, mais est très inquiet de l'avenir de son entreprise, estimant qu'il ne pourra pas se remettre d'une incarcération. Oui, mais bon, Gisèle Pellico va pas se remettre non plus, et ce sera pour toute sa vie, donc franchement, ton entreprise, est-ce qu'on a quelque chose à foutre? Bon. L'audience est maintenant suspendue. On entendra demain les expertises psychologiques et psychiatriques des 7 accusés de la semaine. Bonne soirée à tous et merci d'avoir suivi ce thread pour France Info. Merci à Juliette Compion qui est sur place et du coup qui note tout ce qui se passe et c'est grâce à elle qu'on peut suivre aussi le procès. Car comme je vous l'ai déjà dit, je ne fais que vous narrer les choses. Et comme je vous l'ai dit aussi, ça me permet moi de les lire parce que très honnêtement, je pense que si je le faisais pas pour vous, avec vous, je ne me sentirais pas le courage de le faire. Parce que franchement, il y a de quoi perdre la tête là, clairement. Il y a de quoi perdre la tête. Non, mais la femme, là, Alexandra, c'était lunaire. Je vais même pas revenir dessus. Parce que là, on s'est recalmé. Enfin, quoique, là, c'est un peu monté en mode c'est un bon vivant. Il n'est pas dans un rapport de séduction avec les femmes. Je sais pas. Moi, vraiment... Bon, après, c'est nécessaire de faire des enquêtes de personnalité pour la justice. C'est comme ça que ça marche. Mais ouais, franchement, là, c'est dur. C'est dur à lire, c'est dur à écouter. En fait, moi, c'est vraiment ce manque de prise de responsabilité qui me dérange tellement. Je sais pas. Genre, il y a personne qui va assumer ce qu'il a fait, quoi. Et en face d'eux, ils ont cette femme qu'ils ont fait souffrir et qui souffre encore. Et c'est en ça que moi, ça me perturbe un peu. Toutes ces histoires d'enquête de personnalité, etc. Enfin bon, bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires.